Mesdames et messieurs, le président de la République, comme vous le savez, a renvoyé la loi sur le référendum au Parlement pour une nouvelle délibération. Celle-ci a promis de pouvoir délibérer à nouveau à la session de septembre qui va s'ouvrir le 15 du mois prochain. Alors, les juristes semblent un peu contradictoires par rapport vis-à-vis de cette démarche du président de la République. Pour certains, le président a agi conformément à la Constitution, article 137. Pour d'autres, le président n'aurait pas dû. Il devrait carrément publier cette loi avec ses réserves d'interprétation émises par la Cour constitutionnelle. Eh bien, est-ce que cette loi, la question que beaucoup aussi se posent, c'est que est-ce que cette loi permet-elle également qu'on puisse changer les règles constitutionnelles ou pas? C'est l'épineuse question qui reste en tout cas posée, parce qu'on va lire, on va lire les réserves et on va également débattre autour de cela. Mais déjà, les sujets restent très débattus. Maître, en face de moi, un juriste, un avocat, Maître Godefroy Ilunga, chercheur en droit, il va nous dire lui-même droit pénal, droit constitutionnel, droit comment. Il va nous préciser, il est chercheur en droit, il va nous préciser quelle branche. Mais il est également avocat, il est juriste, il s'intéresse beaucoup aux questions de droit constitutionnel. Il est en face de moi, Maître Godefroy Ilunga. Comment allez-vous? Merci bien, cher Dan, je vais très bien. Je vous vois aussi, vous avez une bonne mine, je crois que vous pareillement. Donc, je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau. J'en profite parce que ça fait quand même un temps qu'on ne sait plus, on n'a plus échangé. Échangé, oui. Donc, j'en profite pour vous dire bonjour et puis saluer aussi nos nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci beaucoup, Maître Godefroy. Plaisir immense de vous retrouver. Alors, on va d'entrée de jeu prendre notre sujet. Maître Godefroy, le président Félix Tshisekedi a renvoyé au Parlement la proposition de loi sur l'organisation du référendum, principalement pour intégrer les réserves formulées par la Cour constitutionnelle. La Cour avait déclaré le texte conforme à la Constitution, mais sous 13 réserves d'interprétation nécessitant la suppression, le remplacement ou la réécriture de certaines dispositions. Comment vous réagissez vis-à-vis de cette démarche engagée par le président de saisir les deux chambres pour une nouvelle délibération? Je dois dire que c'est une démarche, à mon sens, maladroite. Pourquoi? Parce que elle méconnaît totalement la technique de réserve. Ah bon? Elle méconnaît la technique des réserves. La technique des réserves ne signifie pas que le texte est retourné pour une nouvelle délibération. Non, il n'y a plus à délibérer sur le texte. C'est une réserve d'interprétation. Le texte est déclaré déjà conforme à la Constitution, mais seulement la juridiction chargée du contrôle de constitutionnalité émet une réserve en traçant la voie selon laquelle la disposition en question, faute d'avoir été déclarée non conforme à la Constitution, doit être désormais lue comme la Cour l'entend. C'est-à-dire que la disposition va rester comme ça, mais l'interprétation de cette disposition sera ce que la Cour va décider. Donc c'est pour cela qu'on parle de réserve d'interprétation. Ce n'est pas parce que si on modifie la décision, alors ce ne sera plus une interprétation. Ce sera une recommandation pour la modification de la disposition. Non, la Cour n'a pas recommandé qu'on modifie la disposition, mais plutôt la Cour a tracé la voie. Pour l'application de cette disposition-là, on devra la lire, non pas la réécrire, mais la lire selon l'écriture que la Cour a faite. Regardez comment la Cour s'exprime. On ne devra pas l'écrire, mais l'appliquer. On va l'appliquer selon l'interprétation de la Cour. Ça ne sert à rien de la renvoyer au Parlement. Non. Regardez un peu comment la Cour elle-même s'exprime.
Je vais lire un peu ce que la Cour a dit. Pas de souci. Examinant le texte soumis à son contrôle, article par article, la Cour s'avise à titre liminaire qu'elle fait usage de la faculté reconnue au juge constitutionnel de réécrire. Donc la Cour déjà a réécrit, de réécrire les textes qui lui sont soumis, notamment par la technique des réserves d'interprétation, telle qu'elle est mise en œuvre en contentieux constitutionnel. Donc la Cour a déjà réécrit. En donnant l'interprétation là, la Cour a réécrit. Et c'est pour cela qu'il est reproché à ce mécanisme-là une certaine faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? C'est que le texte va souffrir de la cohérence. On aura le texte physiquement tel qu'est publié, mais l'interprétation sera contenue dans l'arrêt. Donc on va lire le texte tel qu'est publié, mais on va l'appliquer selon l'interprétation donnée par la Cour. Maintenant, regardez un peu en quoi j'ai dit que cette démarche est encore maladroite. Lorsque vous lisez l'article 140 de la Constitution, vous allez vous rendre compte, et c'est que le président de la République a un délai. Dès qu'on lui transmet le texte fin prêt pour la promulgation, il a un délai, le délai de 15 jours. Dépasser ce délai-là de 15 jours, le texte est censé avoir été promulgué. Même s'il n'est Mais pas maintenant, regardez. Si vous lisez les articles 137 et tout ça, vous allez vous rendre compte que le président de la République, lorsqu'on lui transmet le texte, fraîchement il vient du Parlement, il peut lui-même aussi donc, renvoyer le texte au Parlement s'il n'est pas satisfait pour une seconde délibération. À ce moment-là, le texte est encore à sa portée. Il peut se dire, non, je trouve que je ne peux pas promulguer le texte tel qu'il est ici. Faites une seconde délibération. Il est dans ses droits. Mais lorsqu'il envoie le texte devant la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, il est censé cette fois-là se soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Il est censé se soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Il n'a plus à renvoyer encore au Parlement pour une seconde délibération. En quoi il a péché en faisant ça? Quelle disposition, sur quelle base n'a-t-il pas respecté? Qu'est-ce qui a été violé ou Non, mais déjà, je vous ai parlé de l'article 140 de la Constitution. Vous pouvez lire aussi l'article 161 de la Constitution. Vous allez voir que les décisions de la Cour... Permettez que je lise l'article pour nos téléspectateurs qui nous suivent. On lisait un peu 161, 162 dans tous les cas. Je commence par 140 ou 161 directement. Bon, lisez 140. Lisez 140 d'abord. Article 140 de la Constitution. Le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit. 161. Voici ce que dit la loi, l'article plutôt 161. 161, je crois que ça doit être... Bon, lisez un peu, je vais me voir si c'est pas 162. Lisez quand même. La Cour constitutionnelle, l'article 161 de la Constitution. La Cour constitutionnelle connaît les recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président. Non, lisez 160. 160. Oui. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnalité avant leur promulgation
par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le 10e des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Voyez maintenant l'article 162. Lisez un peu 162. 160, je viens de lire 160. Lisez 162 maintenant. 162. La Cour constitutionnelle les juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par... Non, excusez-moi. Lisez plutôt l'article 168. 168... Je crois que ça doit être ça. Article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Je crois 168. La difficulté que nous avons ici, c'est que ni la Constitution, ni la loi organique de la Cour constitutionnelle elle-même, aucun de ces deux textes n'a parlé des réserves, n'est-ce pas, d'interprétation. Il n'y a pas de réserve? Non, il n'y a pas. Ça fait partie de la technique n'est-ce pas, de l'exercice du contrôle de la Cour. Hein? Et je crois que c'est là où ils se sont trompés. La Cour s'est même trompée? Non, pas la Cour. La présidence? La présidence en renvoyant le texte. Ou le président? Bon, disons, le président, bien sûr, c'est maladroit, parce que déjà, vous comprenez que l'arrêt de la Cour est immédiatement exécutoire. Lorsque la Cour dit que le texte n'est pas conforme à la Constitution, quelle est la sanction? On ne le promulgue pas. Mais lorsque la Cour dit que le texte est conforme à la Constitution, on le promulgue. Sous réserve. La Cour a dit toute la loi conforme à la Constitution, mais sous la réserve que telle disposition soit lue comme ceci, soit interprétée comme moi je l'entends. Donc, moi je lis ça, mais voici l'interprétation que je donne. Voilà ce que la Cour a fait. Donc on peut... Et en donnant l'interprétation là, l'interprétation que la Cour a donnée devient la nouvelle écriture de la loi. Et cette décision est exécutoire immédiatement. Le texte est renvoyé au président par voie de signification, et puis le président a le délai de 15 jours pour promulguer. Et s'il ne promulgue pas dans les 15 jours, la promulgation est de droit. Maintenant, regardez ce qui a été fait. On renvoie le dossier au Parlement. Le Parlement dispose de combien de jours? Déjà, le communiqué est du 8. C'est du 8, non? Du 10. Du 10. Non, le communiqué est du 14, du 13. Mais la Cour le Parlement a été saisi le 10. Le Parlement est saisi le 10. Mais le communiqué tombe le 13. C'est pour vous dire que le président a été signifié, a reçu signification de l'arrêt de la Cour avant le 10. Oui. Il n'avait que 15 jours. Il n'a que 15 jours pour promulguer la loi. Mais quand il renvoie d'abord, la Cour va, plutôt le Parlement va se rassembler quand? Va siéger quand pour pouvoir réécrire? Parce que quand il parle de la délibération, une nouvelle délibération, qu'est-ce qu'ils ont à délibérer? Parce que la Cour a déjà tracé la voie. Il n'y a pas à délibérer. Intégrer les 13 réserves, alors justement. Mais intégrer, ce n'est pas le Parlement qui doit intégrer. Qui doit intégrer? On n'a pas à intégrer. L'intégration, c'est... Vous savez, en matière de jugement, par exemple, lorsqu'il y a un jugement, on peut saisir l'auteur de ces jugements-là d'une demande en interprétation. Il va interpréter. Lorsqu'il interprète,
il ne modifie pas les jugements, mais il donne le sens dans lequel celui-ci doit être lu. Alors, il est de principe que les jugements interprétés et les jugements d'interprétation forment un seul jugement. Donc, le jugement d'interprétation fait partie intégrante du jugement intégré. De même aussi, la Cour, en interprétant les dispositions et en supprimant, la Cour a elle-même déjà supprimé. Le texte sera promulgué avec les dispositions telles qu'elles sont, mais on va, dans l'application, se référer à l'arrêt de la Cour. Ça sera comment, dans un même document ou deux documents? L'arrêt à côté et puis comment? Bon, la loi à côté, ça sera publié au journal officiel. Ça sera publié au journal officiel. Et c'est ça la difficulté. Pour ceux qui vont lire la loi, si vous lisez la loi sans lire aussi l'arrêt, vous serez à côté. Mais est-ce que ça ne sera pas une longue procédure, une procédure qui risque de conduire à des confusions? Non, parce qu'il faut lire d'abord la loi, il faut maintenant lire l'arrêt, et si ça ne risque pas de porter confusion? Oui, mais je vous ai dit que c'est ça un peu la faiblesse de ce mécanisme. Je vous ai donné mon livre sur, n'est-ce pas, la responsabilité pénale du président de la République et du Premier ministre. Donc, du Premier ministre. Je crois que j'ai évoqué dans ce livre-là un cas jurisprudentiel dans notre pays ici, où je crois que c'était le règlement d'une des chambres avait été soumise en son temps à la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice avait rendu la décision en disant le règlement conforme, sauf une disposition, laquelle voulait que en cas d'infraction constatée dans le chef du président de la République ou du Premier ministre, le Congrès puisse se réunir et puis saisir le procureur général. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice en son temps, en faisant office de Cour constitutionnelle, avait dit que cette disposition violait les articles, je crois, 165, 166 de la Constitution. Parce que l'initiative de l'action publique devait venir du procureur général près la Cour de cassation. Et non du Parlement. Très bien. Alors, il n'était pas question qu'on puisse faire une nouvelle délibération, mais qu'on puisse tout simplement, en lisant la loi, intégrer l'interprétation qui est apportée par la Cour. Lorsque d'ailleurs nous allons aborder les réserves qui ont été émises par la Cour, vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis est pertinent et c'est que la Cour n'a pas entendu qu'il y ait une nouvelle délibération sur ce qu'elle a, parce que le travail elle l'a déjà fait. Et elle a réécrit, je ne sais pas si je vous ai lu ce que la Cour a dit dans son arrêt. Allez-y. Je crois que ce serait bien que je vous lise. Allez-y. Voici ce que la Cour dit. Examinant le texte soumis à son contrôle, article par article, la Cour s'avise à titre liminaire qu'elle fait usage de la faculté reconnue au juge constitutionnel de réécrire. Qui réécrit? C'est les juges constitutionnels. Ce n'est plus le Parlement. C'est une faculté reconnue aux juges constitutionnels de réécrire les textes qui lui sont soumis, notamment par la technique des réserves d'interprétation telles que mises en œuvre en contentieux constitutionnel. Ça, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt. J'ai noté pendant que le président de la Cour était en train de lire. J'ai noté, c'est textuellement ce que la Cour a dit. Elle fait usage de la faculté qui lui est reconnue de réécrire le texte. Donc ce que la Cour a fait, c'est déjà une réécriture du texte. Donc il n'en appartient plus au Parlement de réécrire, de faire une délibération. La Cour a déjà réécrit. Ou vous allez encore délibérer sur quoi? Bon, admettons que ce que vous dites est vrai. C'est quoi la conséquence? Ce sera quoi la conséquence? La conséquence, c'est que nous risquons d'avoir deux textes différents. Deux textes. Deux textes. Bien que, oui, bien sûr, nous aurons le texte tel qu'il avait été soumis à la Cour, laquelle l'a déclaré conforme, mais
a donné des réserves d'interprétation et nous risquons d'avoir un texte aussi qui va émaner pour la seconde fois du Parlement, qui aura intégré bien sûr les 13 réserves. Les réserves de la Cour, mais qui sera différent du texte qui a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour. Parce que pour moi, je dis que le président a 15 jours depuis qu'il a été notifié de l'arrêt de la Cour. Donc là, si il a 15 jours, s'il ne promulgue pas, pour moi, je considère que le texte tel que ça veut dire que validé par la Cour... Ça veut dire que la nouvelle délibération ne peut plus être soumise à la Cour constitutionnelle pour... non, mais pourquoi? Pour comment dire, pour constitutionnalité. Pourquoi faire une nouvelle délibération? La Cour a déjà réécrit. Oui, mais la Cour a déjà tracé la voie d'interprétation. Donc déjà, la Cour vous a dit, en termes clairs, la Cour vous a dit, j'accepte, tel que vous avez écrit ici, vous avez mal écrit. Mais j'accepte quand même ça, mais je vous demande d'interpréter ce que vous avez écrit ici, comme je vous trace la voie là. Je vous trace la voie dans laquelle ce que vous avez écrit doit être interprété. Donc, comme vous avez dit, la conséquence, c'est que on risque d'avoir deux lois. Ou c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, deux textes différents. On aura forcément deux textes différents. On aura deux textes. À ce moment-là, on aura vidé l'arrêt, n'est-ce pas, de toute sa substance. Mais si on a deux textes. L'arrêt a donné l'interprétation, mais vous, au lieu que ce soit l'interprétation, à ce moment, vous sautez une autre loi. Mais si on a une autre loi qui n'est pas conforme à la demande de la Cour, aux réserves de la Cour, à l'interprétation de la Cour, c'est-à-dire que laquelle des lois est applicable? Bon, en fait, et c'est là le problème. Moi, quand je comparais, j'interviens dans une affaire judiciaire, je me référerai au texte qui avait été transmis à la Cour, je dirais, telle disposition de la loi, dans l'interprétation donnée par la Cour à l'occasion de son arrêt. Voilà ce qui est conforme. Et pas la délibération du Parlement. Non, pas dans la nouvelle délibération du Parlement. Parce que le Parlement, en ce moment-là, il empiète sur les missions de la Cour. La Cour a réécrit. Ce n'est pas à lui, le Parlement, de réécrire. Qu'est-ce que vous conseillez au président de la République? Vu que la démarche est déjà entamée, qu'est-ce que vous conseillez? Non, moi je vous conseille tout simplement de promulguer la loi. Promulguer la loi, ou bien s'il ne le fait pas... Il a déjà saisi le Parlement. Non, mais on peut toujours le Parlement. Et le Parlement aussi devrait lui faire savoir que non, ben, Monsieur le Président, on ne sait pas parce que à ce moment-là, vous voyez, vous délibérez sur un texte qui est déjà censé être... Ce sera à la session de septembre, non? Oui. Ce sera combien de jours passés? Plus d'un mois. Vous voyez, le texte, ils vont délibérer sur un texte qui est déjà en vigueur. C'est là le problème. Oui. Donc, à ce jour, 15 août 2026, le jour où nous tournons cette émission, l'arrêt, et plutôt la loi portant organisation de référendum est déjà en vigueur. Non. Il faut compter 15 jours depuis la signification de l'arrêt. L'article 136 dit, dans les 6 jours de son adoption, la loi est transmise au président de la République pour sa promulgation. Non, là c'est 140. Le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission. Bon, supposons que le président a été saisi, la Cour lui a transmis l'arrêt, supposons le 30 ou le 29. Oui. 29 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Donc, la loi, malgré la démarche du président allant vers le Parlement, la loi est déjà en vigueur. Elle est censée être en vigueur. C'est ça la logique juridique. C'est ça. C'est ça la vraie interprétation. C'est l'article 140 qui est clair. C'est-à-dire que le Parlement sera en train de débattre sur une matière qui est déjà en vigueur. Déjà en vigueur, vous délibérez sur ça. Vous voyez combien c'est maladroit, n'est-ce pas? Moi, j'ai parlé d'une maladresse.
Mais quel est votre... Je sais que c'est pratiquement, parce que ce sera pratiquement, je vais dire sur le plan de l'esprit, ce sera deux textes ayant le même esprit, mais dans la lettre, le texte ici est censé déjà être en vigueur. Donc, si je vous comprends bien, Maître Godefroy Lunga, le conseil que vous donnez... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme nous sommes là, oui. Hein, si on était déjà au-delà de 15 jours, la loi... on peut déjà organiser le référendum conformément à cette loi. Très bien. Alors que dans la démarche qui est en train d'être suivie là, on devrait encore attendre le Parlement. La délibération du Parlement. Ah, c'est ça le problème. Si je vous comprends bien, Maître Godefroy Lunga, en termes clairs, ce que vous conseillez au président de la République aujourd'hui, c'est de faire marche arrière. Mais bien sûr. N'est plus attendre que le Parlement fasse une délibération. Dans tous les cas, je crois que je lance... Que le président puisse délibérer. C'est un débat que je et puisse promulguer la loi. C'est ce que vous conseillez au président. Oui, oui, bien sûr. S'il ne le fait pas, dépasser 15 jours, moi je considère que cette loi est déjà en vigueur et que la démarche au Parlement, là, hein, dans les deux chambres du Parlement, sera vidée de toute sa substance. Ce sera sans objet. Sans objet. C'est une démarche sans objet. Vous voulez un débat, vous lancez un débat quiconque a une opinion contraire à celle que vous partagez là. Bien sûr, j'ai dit que j'ai lancé un débat. Pas forcément que moi je le ferai. Il y a des gens autrement, comme j'ai toujours entendu des spécialistes du droit constitutionnel. Je crois que moi je soulève la question. Elle est en débat. Quelle est votre compréhension de l'article 137 de la Constitution? Si je peux lire. Oui. Dans un délai de 15 jours de la transmission, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, soit sous la forme initiale, soit après modification de la majorité absolue des membres qui les composent. Quelle est votre compréhension de cet article de la Constitution? Bon, cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 140, n'est-ce pas, que nous venons de lire. Le président de la République a 15 jours pour promulguer la loi lorsqu'on la lui transmet. Lorsqu'on la lui transmet, il a 15 jours pour la promulguer. Mais dans le même délai-là, il peut renvoyer lorsqu'il n'est pas satisfait, il trouve que bon, il y a des faiblesses dans la loi, il ne peut pas promulguer le texte, il peut demander une seconde délibération. Mais lorsqu'il envoie le dossier devant la Cour constitutionnelle, ou bien encore devant le Parlement. Ou bien, non, devant la Cour constitutionnelle. Ou bien encore, lui-même le président de la République peut saisir la Cour en inconstitutionnalité. Parce que c'est aussi une option. Il peut saisir la Cour pour lui demander de déclarer ce texte-là inconstitutionnel. Ou bien tout simplement, il peut lui demander d'exercer son contrôle de constitutionnalité et attendre des résultats. Mais dès que la Cour rend son art, donc vous voyez que la nouvelle délibération, c'est avant d'avoir saisi la Cour. C'est pour cela qu'on lui a donné les 15 jours. Avant la promulgation. Mais qu'est-ce que vous dites là? Vous le tirez d'où quand vous dites la nouvelle délibération, c'est avant d'avoir saisi la Cour? Il faut qu'il y ait un soubassement ce n'est pas votre interprétation qui va nous... Il faut qu'on comprenne. Le droit est logique. La Cour constitutionnelle intervient en dernière instance. Nous avons lu l'article 168 de la Constitution qui dit que ces arrêts sont immédiatement exécutoires. C'est-à-dire qu'on suppose que lorsque la Cour se prononce, il n'y a plus d'autres démarches. C'est la dernière instance sur le plan. Il ne reste plus que la promulgation. Il ne reste plus que la promulgation de la loi. Okay. C'est pour cela que pour demander une nouvelle délibération, le président de la République doit le faire avant de saisir la Cour. Parce que dès qu'il saisit la Cour, lui-même est dessaisi, il attend la décision de la Cour.
Et dès que la décision est rendue, il est censé l'exécuter parce que la décision s'impose à lui. Voyez-vous, c'est une question de logique juridique. Alors, vous avez donné votre avis par rapport à ce sujet. On nous suit, on entend les réactions, on verra ce qu'on pense des autres. Mais déjà, cet arrêt a été critiqué par beaucoup de juristes aussi, d'autres l'ont salué. Vous êtes dans quel camp? De ceux qui trouvent que l'arrêt de la Cour est fondé ou infondé? Bon, mais vous êtes censé le savoir. Vous savez que moi, j'ai toujours dit que le peuple congolais est souverain. La Cour, finalement, a éclairci les choses. J'ai toujours dit que la souveraineté du peuple congolais ne vient pas de l'article 5 de la Constitution. Mais l'article 5 de la Constitution, comme la Constitution elle-même, dans son entièreté, vient de la souveraineté du peuple. Et le peuple proclame d'abord sa souveraineté à l'article 5. La Cour a très bien fait de vous montrer qu'il y a deux matières dans lesquelles le référendum peut intervenir. Il y a la matière de l'article 5, la souveraineté appartient au peuple, et c'est la souveraineté nationale. Le peuple n'exerce pas sa propre souveraineté, il exerce la souveraineté qui appartient à la nation. Et la nation, c'est une notion sociologique qui suppose, et la Cour a dit, qui transcende les générations. C'est pour vous dire, j'ai toujours dit, qui suppose les personnes déjà décédées, c'est la nation congolaise. C'est pourquoi la Cour parle d'un principe spirituel. Ceux qui sont déjà décédés, ceux qui sont vivants et même ceux qui vont naître. C'est ça la nation. Alors. Et c'est cette souveraineté-là nationale. Et quand on vous dit que nous, de cette génération, nous ne pouvons pas limiter la nation, limiter ceux qui vont naître. Non. Ils peuvent réfléchir et trouver mieux que nous. Alors c'est pourquoi nous n'avons pas à dire qu'on ne peut pas changer de constitution. La Cour, moi je salue cet arrêt-là. Je crois que c'est un arrêt qui met fin au débat. Et j'aimerais que ceux qui ne saluent pas ça puissent produire des arguments probants, parce que jusqu'ici, ils n'ont jamais produit un argument scientifiquement probant. Alors, voici ce que dit, prenons l'article 4. L'article 4 de cette loi, cette proposition de loi. Je voudrais qu'on puisse un peu en débattre, parce que c'est ça même l'épineuse question qui fait polémique. Dans la loi initiale, l'article 4 définit les matières pouvant être soumises au référendum. Alors, dans la révision adoptée au Parlement, il est prévoyé notamment que les référendums pouvaient porter sur la révision de la Constitution, le transfert de la capitale, la cession, l'échange ou la jonction d'une partie du territoire, ou toute autre matière d'importance fondamentale pour la vie nationale. Voici ce que la Cour a dit. Comment la Cour a finalement réécrit cet article. La Cour dit ceci. La Cour a resserré la portée de l'article 4 autour des matières constitutionnellement admissibles. Premièrement, le transfert de la capitale, la cession, l'échange ou la jonction du territoire, la révision de la Constitution, l'adoption éventuelle d'une nouvelle Constitution. Elle a donc à écarter deux alinéas qui élargissaient les référendums à toutes les matières d'importance fondamentale pour la vie de la nation, mais la Cour a permis que, justement, le peuple puisse se prononcer pour une éventuelle Constitution. C'est l'article 4. Est-ce que ça ne viole pas l'article 220 de la Constitution qui limite... L'article 220 de la Constitution qui pose certaines limites, notamment des matières qui peuvent être révisées par la Constitution. Ok, très bien. D'abord, l'article 220 auquel vous faites allusion s'applique à qui? Au pouvoir de révision constitutionnelle. Parce que lorsque nous parlons à tous, la loi s'applique à tous. Lorsque nous parlons du fait de doter le peuple de ses dotés. La loi ne s'applique pas à tous. La loi, une fois adoptée, elle ne s'applique pas à tout le monde.
Non, ça dit que qui peut appliquer l'article 220 du pouvoir de qui? Le pouvoir de qui est limité par l'article 220? Le pouvoir de tous, parce que dès 120... Non, c'est le pouvoir de ceux qui sont qui ont le pouvoir de modifier la Constitution, de réviser la Constitution. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas constitutionnel. L'article 220 dit aucune révision ne peut porter, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est pas moi, mon Godefroy, qui veut réviser la Constitution. Je n'ai aucun pouvoir. On s'adresse à ceux qui ont le pouvoir de révision. On s'adresse au peuple lorsqu'il intervient en tant que pouvoir constitué. Vous voyez ça? On s'adresse à ceux qui ont l'initiative d'initier l'initiative de la révision constitutionnelle. Il n'y a aucune limite à la souveraineté du peuple. Il n'y a aucune limite à la souveraineté du peuple. Aucune limite. C'est la question que je pose, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dire... Il n'y a aucune limite à la souveraineté du peuple. Il n'y a que Dieu. Donc le peuple peut tout faire. Il n'y a que Dieu, entre Dieu et le peuple, il n'y a que l'air qui passe. Les peuples au-dessus de la loi. Le peuple. Mais la loi c'est l'expression de la souveraineté du peuple. Donc le peuple peut marcher sur la loi. C'est le peuple qui s'exprime. Le peuple peut déchirer la loi qu'elle a elle-même votée. Il y a en droit le principe de l'acte contraire. Celui qui peut faire, peut te faire. Vous voyez ça? Lorsque je prends un arrêté, je suis l'autorité. Un ministre prend l'autorité, un arrêté. Moi, je ne peux pas, moi ici, venir défaire cet arrêté, l'abroger. Il faut qu'il y ait un acte contraire. C'est-à-dire que ce doit être la même autorité qui vienne, ou bien une autorité supérieure dans le cadre du contrôle, parce qu'il y a la théorie de la validité des actes juridiques qui veut que les actes des autorités inférieures puissent se conformer à ceux des autorités supérieures, dans les limites, bien sûr, de leurs compétences. Donc, voyez-vous, lorsque le peuple, c'est le peuple qui se dote d'une... Si les peuples décident aujourd'hui de faire partir les animateurs des institutions actuelles, le président de la République et les autres, les peuples décident aujourd'hui de les faire partir au nom de la souveraineté. Mais là, tous les constitutionnalistes reconnaissent que c'est le droit du peuple. Le peuple a le droit de faire partir le président de la République qui est en plein mandat. Il se réveille un matin, le peuple dit, le président, ma question, oui. Le peuple se réveille un matin, il dit voilà, nous ne voulons pas du président Tshisekedi. Démissionner. Oui, c'est la révolution. Et il part. Mais c'est ce qu'on appelle révolution. On n'avait pas lu au sujet de la révolution française, en 1789. Il y a eu un nouvel ordre constitutionnel. C'est pour vous dire. Déjà, on vous dit que tout pouvoir émane du peuple. Nul ne peut s'en attribuer à l'exercice. Mais c'est un mécanisme. C'est le peuple c'est un pouvoir qu'on ne peut pas. Le peuple peut vous retirer ce pouvoir-là. Donc c'est un pouvoir qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas. Qui va le contrôler? Quelle autorité est au-dessus du peuple pour contrôler le peuple? Je vous avais parlé en 1962. D'abord, on était en France, n'est-ce pas, d'une loi qui a fait une loi référendaire qui avait modifié la Constitution en faisant passer l'élection du suffrage du président de la République, suffrage indirect au suffrage universel direct. N'est-ce pas? Et là, il y avait eu violation de la Constitution. Le président du Sénat d'alors est entré en conflit ouvert avec le président de la République, Charles de Gaulle. C'est ce qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse déclarer la loi référendaire là
inconstitutionnelle. Mais qu'est-ce que le Conseil avait dit? Je crois que je vous avais donné même cette décision-là. Là, le Conseil constitutionnel avait dit qu'il ne peut pas contrôler cette loi-là, d'autant plus que c'est une loi qui était votée par référendum. Lui ne pouvait pas annuler une loi votée par référendum. Voilà que nous sommes dans le domaine de la révision. Voilà comment le Conseil constitutionnel français s'était conduit. Je sais que aujourd'hui c'est une question qui appelle débat parce qu'il y a un professeur d'université que j'ai suivi qui a dit que pour lui, les peuples, on peut le contrôler au point d'annuler ses actes, même votés par voie référendaire, lorsqu'il statue dans le domaine de la révision constitutionnelle. Là, ils disent ça. Mais pour le Conseil constitutionnel a dit non, non, c'est le pouvoir du peuple. Moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, violer ce pouvoir-là du peuple pour exercer mon contrôle de constitutionnalité. Donc ça, c'est... Mais ici, lorsqu'il s'agit du peuple qui intervient comme souverain primaire, ce que je vous ai dit, le peuple peut intervenir pour modifier la Constitution. Déjà, les souverains primaires, c'est-à-dire le constituant originaire, lui a dit que lorsque tu interviens pour réviser la Constitution, voici les limites de l'article 220. Mais lorsque tu interviens, j'interviens moi-même, moi qui t'ai institué, qui t'ai donné le pouvoir de la révision constitutionnelle, moi, mon pouvoir n'est pas absorbé, n'est pas consommé. Je crois que c'est ce que l'arrêt ici a dit. La Cour a dit, le peuple à ce moment-là, il ne s'épuise pas. Son pouvoir n'est pas absorbé, il n'est pas consommé parce qu'il a exercé. Ça ne relève que de l'exercice de sa souveraineté. Et lorsqu'il a essayé de doter d'une constitution nouvelle, ça ne lui arrache pas le pouvoir de changer encore une autre constitution, ou de se doter d'une autre constitution différente de celle qui existe. Et c'est notamment lorsqu'ils trouvent que, comme eux-mêmes, ils avaient des dispositions handicapantes qui sont dans la Constitution. À ce moment-là, bon, il peut se dire non, je trouve que ce texte ici, en tout cas, me crée beaucoup de problèmes, je dois m'en débarrasser. Là, c'est son pouvoir. Qui va s'opposer au pouvoir du peuple? Le droit lui-même, on ne peut pas limiter ce pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, comme il l'entend, à chaque moment. Qui va le limiter? Le terme souveraineté, ça ne vous dit rien. La souveraineté, c'est le pouvoir absolu. On peut prendre certains exemples. C'est le pouvoir absolu, exclusif, qui n'appartient qu'au peuple, qui appartient d'ailleurs à la nation, mais qui est exercé par le peuple. La nation est incontrôlable. Par le peuple. Si aujourd'hui le peuple décide qu'on attaque, qu'on entre en guerre, qu'on déclare la guerre aux États-Unis, on obéit. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Oui, monsieur, mais le peuple maintenant a la question de savoir, le peuple s'exprime comment? Mais oui, on va le consulter. Ah bon, mais si c'est une question, et d'ailleurs c'est ça le problème. Lorsque on trouve qu'on doit consulter le peuple sur cette question et que le peuple dise, en tout cas, allons-y. Allons, attaquons les États-Unis. Ah, mais vous devez. On commence la guerre aux États-Unis. Mais vous devez. Malgré les... Vous devez. Faites, c'est pourquoi au risque et périls du même peuple, là. C'est pourquoi il est prévu toujours une campagne. Je crois que le peuple réfléchit toujours, n'est-ce pas? Ça, vous avez pris une hypothèse extrême. Mais le peuple lui-même, je crois que... Justement, si le peuple dit oui... Hein, si le peuple dit oui ici, lorsqu'on va nous soumettre une telle loi au référendum, nous allons dire non, nous ne pouvons pas. Hein, nous ne pouvons pas parce que c'est vraiment... Mais non, attendez. Si nous disons oui, tout peut arriver si nous disons oui à la surprise générale. Ah oui, regardez. Est-ce que nous sommes les premiers à pouvoir entrer en hostilité avec les États-Unis? Nous ne sommes pas les premiers. Non, je ne suis pas dans ces détails. L'Iran va très loin. Hein, L'Iran est là. Et ils sont risqués. Nous pouvons aussi nous dire, bon, nous avons des muscles, nous risquons aussi. Hein, c'est ça.
Bon, même Godefroid Ilunga, alors, dernière question, peut-être pour finir, hein, parce que l'émission est complètement terminée. Quel est le message que vous pourrez adresser, justement, dans ce contexte-ci, aux opposants et aux gens de la majorité par rapport aux acteurs politiques qui se disputent sur cette question du changement constitutionnel? J'ai dit que d'abord, c'était un principe. C'était un principe. J'ai toujours dit que les changements de la Constitution n'étaient pas contraires au droit. La Cour a très bien motivé son arrêt. Si vous suivez toutes les réserves qu'elle a émises là, elle a explicité les choses. J'ai entendu un cher professeur qui professeur Mabaka, j'avais compris que je salue d'ailleurs là où il est. J'avais compris que le prof n'avait pas lu les réserves. Les réserves qui ont été émises sont allées dans le sens du renforcement du pouvoir du peuple, pour montrer que le peuple peut se doter d'une nouvelle constitution. Et la Cour a fait la part des choses entre le peuple de l'article 5, comme il a toujours dit lui-même aussi, en disant qu'on peut se doter d'une nouvelle constitution en vertu de l'article 5, mais aussi modifier la constitution. Elle a tracé la voie, quelle doit être la procédure. Là, on aura un avant-projet ou un projet de loi référendaire. Ici, on aura un avant-projet ou un projet de la Constitution. Donc, je crois que c'est ça le problème. Donc, la Cour a très bien dit le droit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à motiver. Parce que ça, c'est sur le plan du principe. La Cour a restitué au peuple sa souveraineté qui tendait à être confisquée par les gens de l'opposition. La Cour leur a montré qu'ils étaient en erreur. Mais maintenant, il reste à ce que nous puissions motiver pourquoi nous voulons changer de constitution. Et là, c'est un autre débat que nous avions déjà commencé. Moi, j'ai toujours soutenu qu'il faut que nous puissions changer de constitution. Donc, la Cour nous a d'abord prêté les premières béquilles. Je crois que quand il s'agira de changer effectivement la Constitution, on pourra saisir la Cour, je ne sais pas exactement si on pourra encore la saisir pour qu'elle puisse se prononcer sur... mais apparemment, tel ne sera pas le cas, on pourra soumettre directement au peuple. Et quand le peuple va se prononcer, il reviendra à la minorité, parce que c'est la majorité qui va se prononcer pour les changements de la Constitution, il reviendra à la minorité, simplement de se plier, c'est ça, la démocratie, c'est ça aussi. Donc, ce n'est pas seulement dire que puisque je suis l'opposition, tout ce qui vient de la majorité, moi je vais donc engager le combat des rues et tout ça. Vous avez vu comment ils se sont débattus ici pour dire non, nous allons faire donc demander la démission du président et tout ça. Mais on leur a posé la question, mais quand le président va démissionner, vous allez faire quoi? Non, non, le peuple va prendre le pouvoir et le peuple va lui-même désigner des représentants qui vont à ce moment-là. Mais vous soutenez la Constitution. Est-ce que dans la Constitution, vous avez ça? Vous avez ce que vous êtes en train de dire là. Donc voyez-vous, bon, il voulait une chose et son contraire. Maintenant, je crois que les choses sont de plus en plus claires. Et maintenant, je crois, bon, leur combat des marches projetées et tout ça, ça a été vidé même le dialogue. Je crois que le dialogue ne va pas remettre en cause l'ordre constitutionnel qui est l'ordre institutionnel tel que tracé, explicité par la Cour. Voilà. Maître Godefroid, on va se quitter par ce mot. Merci énormément d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes ouvert à un quelconque débat. Voilà, merci beaucoup. On vient réfléchir pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est bon, je vous remercie. Merci aussi à l'équipe qui m'a permis de présenter cette émission. On va se quitter par là. Au revoir.